claquement va résonner dans le corps du tuyau. Donc il faut imaginer que le corps du tuyau, c'est la partie supérieure. Donc au-dessus de cette rigole et de cette languette, on a donc une forme en métal qui va amplifier le son. Donc on a ici le plus grand, c'est pareil, il mesure 4,50 m, et le plus petit, eh ben, il est là. Voilà, on en a un là par exemple. Donc ça c'est le plus petit tuyau d'anche de l'instrument. Et pour procéder au réglage de la hauteur du son, on l'a vu tout à l'heure dans les tuyaux à bouche, la hauteur du son elle est définie par la longueur du tuyau. Dans les anches elle est définie par la longueur, mais on affine ce réglage, cette hauteur de son, grâce à un petit râteau, ce qu'on appelle une rasette. Donc c'est une partie métallique qui coulisse et qui applique sur la languette. Donc on voit que je peux le déplacer à la main. Et donc, quand on va faire l'accord de ces jeux d'anches, on va remonter ou descendre cette rasette et régler la fréquence du tuyau. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je remets déjà le tuyau. Donc si je ne mets pas le résonateur, ça donne un son qui n'a aucun intérêt. Donc on peut entendre le troisième do dièse de la bombarde sans le résonateur. De la bombarde. Excusez-moi. Voilà. C'est vrai que c'est pas beau. Hein. Donc là, c'est pas très joli. Et donc là, j'ai remis le résonateur et je vais manipuler cette rasette pour que vous entendiez l'influence sur la hauteur du son que ça a quand je la remonte ou quand je la baisse. Voilà. Je pense qu'il a vraiment mal. Voilà. Donc, là, le problème, c'est que je ne sais pas si le tuyau est accordé par rapport aux autres ou s'il est faux par rapport aux autres. Donc, il faut que j'en prenne un en référence pour pouvoir caler le tuyau qui est désaccordé et l'ajuster sur les autres. Donc, on peut par exemple le mettre à la trompette du clavier de bombarde et je vais ajuster ce tuyau qui est faux sur le tuyau qui, lui, me sert de référence, qui, lui, est censé être juste. Là, donc, oui, vas-y, Quentin. Donc vous allez entendre progressivement des battements qui vont se ralentir, et une fois qu'on n'entendra plus les battements, ça veut dire que les fréquences des tuyaux sont en phase, et donc que les tuyaux sont accordés l'un avec l'autre. C'est ça que je devais dire. Ah. Si vous entendez encore des battements, c'est que vous avez des problèmes d'oreille. Voilà, là il n'y a plus de battements, donc les tuyaux sont accordés l'un par rapport à l'autre. Donc, il faut imaginer que là on peut parler. Il y a certains moments où on ne parlait pas trop dans les églises, on ne pouvait pas crier, rien du tout. Donc le facteur d'orgue, pour indiquer à la personne qui était au clavier qu'on passait à la note suivante quand on accordait, parce qu'il faut être deux, il y en a un au clavier et un à l'intérieur de l'orgue. À l'époque, le facteur d'orgue qui était dans l'instrument, au lieu de crier, tapait un coup sur la porte pour signaler qu'il fallait passer à la note suivante. Et c'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, sur la porte ici, plein d'impacts. Et c'est l'impact de cet outil, de l'accordoir, qui sert à régler donc, la hauteur du son de chaque tuyau d'anche. Donc quand le facteur intervient pour faire les entretiens ou pour faire des accords pour les concerts par exemple, il va accorder tous les tuyaux d'anche. Donc il faut savoir qu'il y a 15 jeux d'anche ici, répartis sur les 4 claviers. Et donc il faut à peu près 3 heures, entre 3 heures et 3 heures et demie pour accorder l'ensemble des jeux d'anche. Donc ce que j'ai fait là sur une seule note, on le reproduit sur tous les tuyaux d'anche.
Alors comme pour les jeux de fond, les jeux d'anches ont aussi leur longueur. On a des longueurs de 8 pieds, de 16 pieds, de 4 pieds, parfois de 2 pieds, mais on ne l'a pas ici. Alors la référence du 8 pieds pour la trompette, ça va faire ça. Avec l'octave inférieure en 16 pieds et l'octave supérieure en 4 pieds. Alors il n'y a que 3 jeux et on arrive déjà à faire du bruit. Alors il y a un jeu, le jeu de bombarde qui donne moins les basses. Il est bien dans un ensemble, mais tout seul, on ne l'emploie pas parce qu'effectivement, ça fait un petit peu prout-prout. Alors on peut faire effectivement des effets, mais on ne peut pas jouer de musique classique avec ça. Voilà. Voilà, donc pour ma part, moi j'ai fini de vous montrer un petit peu le fonctionnement des tuyaux et l'organisation des tuyaux. Donc il faut imaginer qu'au-dessus de moi, donc pour le récit, pour le 4e clavier, on a aussi ces 2 familles de jeux qui sont organisées exactement de la même façon. Pour le positif de Do qui est dans le Do de François, c'est exactement la même chose. Et pour la pédale, c'est pareil. Alors, l'instrument de Saint-Omer a quelques accessoires que François va vous faire découvrir maintenant par des petites illustrations. Donc il y a un tremblant par exemple, et puis il va vous faire découvrir 2-3 petites choses comme ça, et puis moi je vais redescendre. Voilà, alors parmi les jeux d'anches au clavier, 4e clavier, nous avons donc à peu près les mêmes qu'au grand orgue, bien sûr avec des timbres un peu différents. Donc 8 pieds, 16 pieds, donc on a nos 3 jeux. Et ils sont quand même un petit peu plus discrets que ceux de notre clavier. Voilà, donc ce sont les jeux qu'on pourrait dire classiques. On a d'autres jeux un peu particuliers. Tout d'abord le hautbois, qui est un jeu ancien, mais qui a été aussi réaménagé au XIXe siècle. Très poétique. On a un autre jeu un petit peu... Alors c'est un jeu qui est ancien mais qui a été aussi réharmonisé au XIXe siècle, le jeu de voix humaine. Il s'est arrondi avec le XIXe siècle. Alors c'est un jeu qui est un petit peu particulier. Et alors ce jeu ici prend toute sa signification avec un accessoire qu'on a à l'heure de sa... Voilà. Alors, excuse-moi François, je voulais juste couper encore un tout petit peu. On a entendu effectivement des exemples de tuyaux d'anche, mais c'était aussi pour dire que comme pour les tuyaux à bouche, la forme du résonateur a une importance importante sur le son, c'est-à-dire que ici au clavier de bombarde, on a par exemple la trompette qui est un entonnoir, tout simple, donc il y a une sonorité qui imite la trompette de l'orchestre. Voilà. Voilà. Et juste à côté, on a une forme complètement différente qui se compose d'un entonnoir, d'un cône très peu évasé, surmonté d'un cône un petit peu plus large. Et cette sonorité-là se rapprochera plus du hautbois. Donc la forme a vraiment une importance très importante sur la couleur sonore du jeu. Et voici donc le son du hautbois. Alors on en a un également au récit, mais ce ne sont pas forcément les mêmes. Donc l'organisme peut faire aussi des effets d'écho ou de résonance avec les mêmes noms de jeux sur des claviers différents. Je peux continuer, Quentin? C'est bon, pour moi j'ai fini. Donc au positif, c'est-à-dire le clavier que j'ai dans le dos, c'est-à-dire les tuyaux les plus près de vous, il y a un jeu d'anche aussi particulier qui s'appelle le jeu de Cromorne. Et donc quand on dit Cromorne, on entend un peu le cruchement d'un son. Et c'est assez spectaculaire quand ça descend.
tout à l'heure, je vous parlais en fait de la voix humaine, qui ici, on peut la rendre, un peu la sublimer en y mettant un accessoire qui existe sur l'instrument, c'est-à-dire un trémolo. Alors le trémolo, c'est un système qui permet de faire battre l'air qui est emmagasiné près des tuyaux. C'est comme nous, quand on tape sur la poitrine au moment où on parle, ça fait un son comme ça. Alors ici, on a bien sûr, c'est pas l'organisme qui va faire vibrer l'air, on a un système mécanique. Alors vous l'entendez peut-être en bas, on dirait une moissonneuse-batteuse. Et ça fait vibrer l'air de façon à ce que le tuyau ne soit plus droit, mais ondulant. Voilà. Et on a vraiment l'impression, par moment, d'avoir les demoiselles au chapeau vert qui sont en train de réciter leurs vêpres. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les dames au chapeau vert, on peut aussi penser aux bigotes de Saint-Omer. Mais c'est des voix angéliques, bien sûr, naturellement. Alors bien sûr, le trémolo, on peut l'utiliser sur d'autres jeux. Et ici, on peut avoir des sonorités un peu bizarres. Grâce au trémolo. Alors on peut même avoir une espèce d'imitation orgamon. Alors on évite bien sûr, Sophie comme moi, de jouer ça pendant la communion. On est très sage. Alors on a quelques jeux qu'on peut jouer seuls, qui sont très beaux, qui peuvent faire des effets. Notamment ici on a un 4 pieds, on pourrait faire en fait des imitations d'oiseaux. D'ailleurs Messiaen c'est pas privé. Alors après, on peut mélanger les jeux, on peut mettre un jeu très aigu et un jeu très grave, ça donne des effets de clochette. Alors étant donné qu'on a 50 jeux, on a une infinité de solutions, de combinaisons, et finalement on s'amuse toujours à découvrir des nouvelles sonorités. Alors on a un jeu particulier aussi, au positif. Quand on joue la note, on croit être un mi, il ne donne pas un mi, mais donne un si. Et ce jeu s'appelle le nasard, d'où l'expression par un heureux nasard. Alors tout seul, il ne veut rien dire, mais si on le met avec son jeu de base, qui est celui-là, on entend ça. Évidemment, si on l'enlève, ça perd un petit peu de ce pétillant, en fait, cette originalité sonore. Alors on a un registre aussi qui m'avait intrigué quand j'étais tout petit, que j'avais vu cet instrument pour la première fois. C'est le jeu de, on vous en a parlé tout à l'heure, le jeu de sonnette. Et en fait, c'est un accessoire qui est indiqué exactement ici à la console, comme les jeux. Et en fait, quand on tire ce jeu-là, alors je ne sais pas si le caméraman est opérationnel. Non. Vous entendez la clochette? Ah, vous avez une bonne oreille. Alors ça reste un peu discret parce qu'il ne fallait pas que l'assemblée l'entende. C'était simplement pour alerter les pompeurs. Pas les pompiers, hein, les pompeurs. Voilà.
que vous voyez le mécanisme? Formidable. Vous avez de la chance parce que moi je vois rien. Voilà. Alors là, je vais vous faire entendre un petit peu différentes palettes sonores qu'on peut tirer de cet instrument-là, avec différents plans que je vais aménager au fur et à mesure de mes élucubrations.
les jeux, on peut passer d'une chose assez puissante sur quelque chose de divin. Je crois qu'on va bientôt réentendre les biguettes. Pour terminer en douceur, je voulais quand même vous parler aussi d'un jeu qui est spécial ici, qu'on appelle la Voix Céleste. Et c'est vraiment un jeu qui nous vient du ciel. Et alors il a la particularité, ce jeu, d'être très discret. Le problème de ce jeu, c'est qu'il est faux, mais il a été fait faux volontairement. Il y a un jeu qui lui ressemble énormément. Et quand on ajoute les deux, on a un phénomène bizarre. Alors je vais vous faire entendre une note du premier jeu, une note du deuxième jeu. Oh, je suis certain que vous avez entendu une différence. Ah ouais, celui-là est plus haut. Et alors quand on ajoute les deux, il va y avoir un petit phénomène de battement. Voilà, et ça donne un aspect, donc les fameuses voix célestes. Voilà, et un dernier accessoire qui n'est pas des moindres sur cet orgue, c'est qu'on a un jeu d'orage. Parce qu'ici, vous avez la chance d'avoir l'orage la nuit, mais nous, quand on veut le fabriquer pendant le jour, eh ben, on peut quand même, en faisant ça. Regarde, on a vraiment l'impression qu'il y a de l'orage. J'ai l'impression qu'il va bientôt même pleuvoir. Et alors ce jeu d'orage qui est l'orage lointain, hein, il peut éclater, et d'ailleurs dans certaines pièces, nous on a une appellation qui s'appelle le canon, le coup de canon. Donc c'est assez impressionnant, c'est qu'on est méchant ça. Balbastre a écrit une Marseillaise, en fait. Pareil, on n'utilise pas ça pendant la communion. On évite. On souhaite rester en bon terme avec notre prêtre, qui nous accepte bien, qui est charmant. Bon, ben, je pense que j'ai fait toutes ces démonstrations, mais on va finir cette présentation par une pièce représentative justement des particularités de cet orgue, qui s'appelle la scène pastorale. Ça a été écrit par Lefebvre Belli, qui était un grand organiste du XIXe siècle, qui sévissait à Paris, qui avait une grosse notoriété. Et je trouve que c'est lui-même qui est venu inaugurer cet orgue quand il a été réinauguré en 1857, après les travaux de Cavaillé-École. Alors, la pastorale, c'était un phénomène fréquent au XIXe siècle, en fait. Hein, c'est tout un cheminement. On commence par une scène pastorale. On imagine les gens en train de faire la fête, les enfants courir, certaines personnes font de la choucroute, enfin, toutes choses possibles dans une fête familiale, faite en pleine campagne. Et ça se passe très bien, jusqu'au moment où on commence à percevoir des bruits d'orage au lointain. Et puis effectivement, mine de rien, l'orage arrive, et c'est la débandade, tout le monde s'égaye et on essaye de se cacher
Enfin, l'orage se calme, et donc c'est le moment des remerciements. L'action de grâce, c'est ce qu'on appelle après le phénomène de procession et de recueillement, où on remercie le ciel de nous avoir épargnés, et en espérant que cet orage revienne le plus longtemps possible après. Et à la fin, en fait, le soleil est réapparu, et on revoit en fait toute cette scène pastorale. La choucroute est presque cuite cette fois-ci. Et puis on va entendre même les oiseaux qui veulent venir un peu becqueter. Et on va entendre aussi le jeu de rossignol. Et entre-temps, on aura bien sûr entendu les bigotes.